L'apport des amendements des parlementaires écologistes a notablement amélioré le texte. Je tiens à remercier pour cela mes collègues sénateurs pour le travail accompli. L'adoption de plusieurs amendements importants que nous avons proposés nous conduit à voter en faveur de ce texte. Je dois témoigner aussi de l'esprit constructif de nos collègues de l'opposition lors de la discussion en CMP. Cette loi ouvre le champ à une véritable indépendance de notre audiovisuel public et en particulier de l'autorité en charge de sa régulation et de la nomination sous le contrôle renforcé du Parlement des présidents des sociétés nationales de programme. Ce projet de loi comporte deux avancées majeures, la réforme du mode de nomination des présidents de l'audiovisuel public français et la réforme des nominations au CSA. Le Parlement aura un rôle nouveau et important dans la nomination de ses membres. Hormis le président du CSA nommé par le président de la République, ils seront nommés par les présidents des deux chambres, 3 pour l'Assemblée, 3 pour le Sénat, après avis conforme de leur commission des affaires culturelles à la majorité des 3/5. L'opposition aura donc un pouvoir accru dans ces nominations puisqu'elle pourra, en théorie, je le répète, bloquer un candidat. Le président du CSA reste nommé par le président de la République en fonction de l'article 13 de la Constitution. Il s'agit donc bien d'une démocratisation dans les nominations des membres du CSA et des dirigeants de l'audiovisuel. C'est une excellente chose. Là où le président Sarkozy avait décidé de renforcer son pouvoir au nom de la fin de l'hypocrisie, ce projet de loi propose exactement l'inverse, conformément aux promesses de François Hollande. Ces changements sont d'autant plus importants que le CSA pourrait bien avoir des pouvoirs accrus en prenant en charge la régulation d'Internet. Cela est préconisé dans le rapport Lescure. Cette évolution envisagée porte en elle de nombreux dangers. Les écologistes seront très attentifs à ce qu'une législation modifiant les missions du CSA ne vienne pas restreindre indûment les libertés individuelles des citoyens qui utilisent Internet. N'oublions pas que ce moyen de communication est le premier à rendre effectif le principe de liberté d'expression 200 ans après sa définition dans la loi par les révolutionnaires de 1789. À ce sujet, les articles 6 octies A et 6 octies B de cette loi méritent que l'on s'y arrête. Les nouvelles obligations faites aux services de médias audiovisuels à la demande, notamment le dépôt d'une déclaration préalable au CSA, interrogent. Par définition, le réseau Internet est mondial. Je ne suis pas convaincue de la simple possibilité d'application de nos articles 33.1 de la loi du 30 septembre 1986 après nos modifications, surtout dans un contexte de diffusion mondiale des œuvres audiovisuelles. Il faut aussi souligner que ce renforcement de l'indépendance est accompagné d'une exigence accrue de transparence et de bonne gestion. Les contrats passés avec les sociétés de production extérieures seront mieux contrôlés. Il en ira de même des comptes internes des groupes de l'audiovisuel public. Ces deux propositions étaient portées par le groupe écologiste du Sénat. Notre amendement adopté en commission, qui contraint le CSA à présenter un rapport d'activité annuel au Parlement, est une garantie importante pour le respect du pluralisme politique dans les médias. La mise en place d'un audit par le CSA des résultats et des comptes des groupes au bout des 4 premières années de leurs dirigeants achève enfin une période de chèque en blanc signée par l'État à ses dirigeants. Le contrôle a posteriori est la moindre des choses lorsqu'il s'agit d'argent public et de services publics. L'instauration d'une procédure de tuilage lors du renouvellement des équipes dirigeantes sur le modèle de la BBC s'inscrit dans cette même perspective. Elle garantira une plus grande continuité et un meilleur fonctionnement des groupes de l'audiovisuel public. Les passages de relais se feront dans de meilleures conditions. Les atmosphères de fin de règne et les pratiques douteuses qui les accompagnent ne seront, je l'espère, plus qu'un mauvais souvenir. Enfin, il n'y a pas d'indépendance sans source de financement pérenne. Cela passe naturellement par le développement des ressources budgétaires, comme la revalorisation de la contribution pour l'audiovisuel public, mais aussi par le développement de ressources propres dont le champ est ouvert par l'amendement Plancade au travers de l'idée d'un partage des droits audiovisuels récompensant les investissements réalisés par les chaînes en matière de programmes. Le projet de loi a par ailleurs été enrichi par une autre proposition des écologistes accompagnée du groupe UDI. Les usagers seront désormais représentés au sein des conseils d'administration des groupes de l'audiovisuel public par le biais des associations agréées de défense des consommateurs. Le cahier des charges actuel, qui sert de cadre à l'élaboration des projets des candidats à la présidence des sociétés nationales de programme,
est très développé en termes d'objectifs de production et de diffusion des œuvres. Il demeure en revanche plus qu'elliptique quant à l'organisation de ces sociétés et des objectifs qu'elles auront à atteindre en termes de satisfaction des attentes et des besoins du public. La volonté de clarification des objectifs visés apparaît d'autant plus importante aujourd'hui, compte tenu des dérives financières et de la dégradation profonde du climat social qui semble s'installer aujourd'hui à France Télévisions. Disons-le, l'indépendance ne signifie pas l'irresponsabilité, mais bien au contraire une responsabilité accrue des acteurs qui, au nom du bien commun, bénéficient de cette indépendance. Cette logique devra naturellement être confirmée, approfondie et précisée lors de la discussion de la future loi portant sur l'ensemble de l'audiovisuel. Je vous remercie. Merci, Madame Attali.